Ça va Martine? Ça va? La forme? Oh, avec ma main gauche. De dire, est-ce que vous savez qu'un bonjour peut changer la situation d'une personne? Okay. Alors pas un bonjour, mais un bonjour. Plus un autre, 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 plus un autre. C'est pourquoi ça? C'est pour le documentaire. Aujourd'hui, vous êtes dans ce tiers-lieu qui vit depuis 2 ans, en 2022. Et je suis chargée de vous dire que c'est quand même un sacré succès. Moi, c'est Jules. Je suis en service civique dans un tiers-lieu. Et j'ai trouvé ce qui se passe intriguant. Donc j'ai envie de décrypter comment tout ça s'est construit. J'ai pris une caméra et j'ai commencé à poser des questions. Notamment aux bénévoles d'Habitat Humanisme, l'association qui porte ce projet depuis maintenant 3 ans. Mais j'ai aussi été à la rencontre de tous ceux qui composent ce lieu, des premiers arrivés, des derniers arrivants, des bénévoles assidus aux simples visiteurs. J'ai ainsi pu interviewer Brigitte, responsable du tiers-lieu, et qui fut ma tutrice tout au long de mon service civique. Gaëlle, la responsable du centre d'hébergement au 2e et 3e étage. Claire, en service civique comme moi, mais pour une autre association, avec qui j'ai pu partager mes doutes, mes envies. Zeina, qui est seulement passée une journée, mais avec qui j'ai pu avoir de super échanges sur ce qu'est un tiers-lieu. Claire-Marie Mériot, qui a bien voulu partager avec moi sa vision de spécialiste des tiers-lieux, les voir comme des communs. Françoise Delvoye, la présidente d'Habitat Humanisme depuis 11 ans maintenant, pour qui personne ne tarit d'éloges. Clara Desboîtes-à-Vélo, qui rayonne toujours par son sourire. Emmanuelle Duez, la sœur qui a fait don de ce bâtiment au nom de la congrégation à Habitat Humanisme. Beaucoup de monde que je ne peux citer. Mais chacun de ces échanges a contribué à enrichir ma vision de ce qu'est un tiers-lieu. Comment on le construit, comment créer des synergies, comment faire vivre un tiers-lieu. Eh bien, Françoise Delvoye, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Françoise Delvoye et je suis présidente d'Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais depuis une dizaine d'années. Une expérience fabuleuse, enthousiasmante, qui laisse la possibilité d'emmener des équipes, et pour moi c'est ça le plus important, vers bien sûr la mission d'Habitat Humanisme qui est d'offrir du logement à des personnes en fragilité et de les accompagner dans un parcours les guidant vers le mieux-être. C'est quoi pour toi un tiers-lieu? C'est quoi pour moi un tiers-lieu? Je connaissais pas la définition avant d'arriver au tiers-lieu et j'ai pas la définition exacte Google du tiers-lieu. Mais moi je dirais qu'un tiers-lieu, c'est un endroit du coup où il y a des moments ou des bureaux où on est seul, mais aussi il y a beaucoup de temps de rassemblement ou des moments de convivialité avec les autres personnes autour qui sont dans le milieu associatif mais qui ne travaillent pas dans le même secteur que nous. Voilà, un tiers-lieu, du coup, c'est trop chouette quoi. Brigitte Lortuat, je suis bénévole chez Habitat Humanisme depuis une bonne dizaine d'années et j'ai 67 ans et je suis responsable du tiers-lieu au fil de soie, porté par Habitat Humanisme Nord-Pas-de-Calais. En fait, le tiers-lieu, ça a été une aventure progressive sans qu'il y ait vraiment une longue préparation en amont. Ça a été une décision à prendre rapidement avec quelques-uns de l'association et on s'est lancé dans l'aventure vraiment lorsque la compagnie des tiers-lieux est venue faire une formation un peu pour nous expliquer le tiers-lieu. Voilà, il y avait une petite équipe qui réfléchissait qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, c'est quand même 4000 m². On était habitués à l'achat dans le diffus, maximum une maison avec 3 appartements, tu vois. Donc là, on se positionnait sur un énorme projet. On a dû faire appel à la fédération, au notaire. Il y a eu toute une phase acquisition qui a été assez longue pour bien cerner les devoirs de la fédération Habitat Humanisme par rapport à la congrégation pour respecter son projet. J'ai ensuite été voir sœur Emmanuelle Duez, qui est la sœur à la tête de la congrégation des filles de l'Enfant Jésus, qui a fait don de ce bâtiment à Habitat Humanisme. Elle m'a donc expliqué la création de ces congrégations
par Nathalie Douany en 1825. Puis la création de l'école en 1827. Elle m'a expliqué comment les sœurs, petit à petit, au fur et à mesure de ces 2 siècles, ont raclé les fonds de tiroir, ont mis de l'argent de côté pour acheter 1, puis 2, puis 3 maisons, puis enfin construire ce bâtiment qu'habite maintenant le tiers-lieu. L'école a toujours été avec un internat, parce qu'il y a toujours eu aussi un internat, puisque c'était des orphelines, donc il y avait un internat, et tout récemment, c'était encore et toujours un internat. Jusqu'au 30 juin 2018, c'était un internat. Okay, ouais. Et un internat pour des enfants jeunes. C'était le seul internat pour des enfants de primaire de tout le département du Nord. Okay. Parce que c'est un internat qui, du coup, a accueilli dans ces dernières années beaucoup d'enfants dont les services sociaux estimaient qu'il était préférable pour eux de ne pas rester la semaine complète en famille, mais d'être retirés, quoi. On nous demande si on était ouvert en 2014-2015. Alors, l'école était ouverte, mais pas nous. C'était encore une école. D'accord. Il était ici. Ah, c'est ça. Ah, toi aussi. Moi aussi. Il y a quelques enfants qui sont arrivés à Diderot et qui étaient scolarisés ici. Les enfants qui étaient ici bien souvent se sont retrouvés à Diderot. Il y a un monsieur qui vient quelquefois ici, il a 57 ans. Il travaille dans les services de la propreté de la ville. Et il a besoin de temps en temps de sonner un coup et puis de venir parler des sœurs qu'il a connues dans l'établissement. Voilà, il y a quelque chose, il a besoin de se ressourcer en quelque sorte. Mais les gens ils venaient me voir en me disant combien ils avaient été si heureux dans ce lieu, quoi. Et ça s'est perpétué jusqu'au 30 juin 2018. C'est vrai que ça a été un choc terrible quand on a dû fermer l'établissement. Il y avait un déficit trop important. Pendant des années, nous, on a comblé le déficit, mais après, il y a un moment, on ne peut plus, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a été fermé. Mais ça a été... c'était très renommé, hein. Les enfants... C'était des enfants qu'on dirait qu'asociaux et qui ont été si heureux dans cette école, quoi. Ça, c'est vraiment... c'est vrai que c'est spécial. C'est Nathalie qui a impulsé ça, et ça a duré pendant tout ce temps-là. Et pour moi, c'était fort important de céder ce patrimoine pour que l'esprit continue. Quand il y a une forme de transmission de l'esprit, c'est pas... Voilà, le bâtiment c'est important et il en faut et on ne peut pas vivre sans avoir un toit, bien sûr. Mais c'est l'esprit qui vit là-dedans, c'est pour ça que j'ai choisi Habitat Humanisme pour le proposer, quoi, parce que voilà, je savais que ça allait garder le même sens. Tout au début, quand la fédération est devenue, par don de la congrégation, propriétaire des lieux, le lieu a été squatté, vandalisé. La première remarque, ça a été « on ne peut pas laisser faire ça ». C'est désolant pour tous ceux qui ont vécu ici, sœur Emmanuelle, mais aussi les enseignants qui voient ce qui se passe, des anciens élèves qui venaient voir et constater les dégâts. Et donc, on s'est dit, on a un devoir pendant 2 ans ou 2 ans et demi de protéger ce lieu, plutôt que de le murer. Utilisons-le, donnons-lui une vocation. Alors, Habitat Humanisme a décidé de ne pas murer le lieu, mais de l'ouvrir. Premiers arrivants, l'hébergement d'urgence, géré par SOS Solidarité. Et en seulement 3 semaines, les sommiers qui autrefois accueillaient les élèves étaient prêts à accueillir des hommes seuls en grande précarité. Alors, Gaëlle Rumeur, 39 ans bientôt. Je suis chef de service du centre d'hébergement d'urgence Marachi, qui accueille des hommes seuls en situation de grande précarité, et ça depuis 3 ans et demi. On avait 80 places au début,
On a eu 3 semaines et en fait, dès le départ, on savait qu'il restait du mobilier. Nous, on partait vraiment de zéro. On a ouvert les 2 dortoirs, donc filles et garçons. Et moi, j'ai fait du repérage de mobilier. Qu'est-ce qui tenait encore debout, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, etc. Et à chaque fois que j'arrivais le matin tôt, je voyais des gens partir en courant. Ah ouais? Puisqu'ils dormaient là, en fait. Ouais, ils dormaient là dans les lits qui étaient restés en l'état. En fait, c'était assez étrange. Ils dormaient dans les dortoirs? Ouais. En fait, les dortoirs étaient restés... C'était assez impressionnant comme lieu quand on est arrivé au tout début, parce qu'en fait, tout était vide, mais en même temps, c'était encore vivant, parce qu'il y avait encore les bouquins des enfants, il y avait encore des affiches sur les murs, il y avait encore les draps sur les lits. La vie s'est arrêtée du jour au lendemain et complètement figée, quoi. Du coup, il y avait un truc très étrange. Je sais que c'est un lieu, s'il avait été plus isolé, on aurait pu faire de l'urbex ici sans aucun problème, parce que c'était complètement dans le thème. Enfin, moi, je trouvais ça fou, le lieu au départ. Et nous, en fait, on l'a remis en état en 3 semaines. Mais je pense qu'au final, ce bâtiment, il n'a jamais arrêté de vivre. Et puis, au final, le lieu, il a pris plein de formes différentes au fil des années. Zeyna? Oui. Toi, tu es en stage pour la Fédération Habitat Humanisme. Exactement. Et tu peux m'expliquer un peu ce que tu viens faire au tiers-lieu, là? Alors, premièrement, le visiter avant qu'il ferme, parce que c'est un tiers-lieu qui existe depuis maintenant 2-3 ans et qui est très particulier dans l'environnement Habitat Humanisme, dans l'écosystème Habitat Humanisme, et aussi pouvoir rencontrer toutes les personnes impliquées dans ce projet et voir des retours d'expérience, avoir des retours d'expérience. Ok, et du coup tu fais ça pour établir, tu m'as dit, un diagnostic d'impact social? Une mesure, en tout cas un cahier des charges pour permettre ensuite aux associations qui sont porteuses de projets ou qui ont un tiers-lieu de réaliser leur mesure d'impact. Ok. Qui permet après, qui peut être un outil de pilotage, donc de voir qu'est-ce qui marche pas, de faire de la communication sur le projet aussi, d'attirer peut-être pourquoi pas des financeurs ou en tout cas des partenaires au niveau national ou au niveau local. Ok. Mais donc tout ça pour rendre les tiers-lieux encore plus efficients et tout. Mais alors du coup, c'est quoi un tiers-lieu pour toi? Tiers-lieu, c'est un lieu un peu hybride qui est entre la cité avec un grand C, la ville, le quartier et la maison. Et où on se sent bien, on rencontre des gens, on peut travailler, on peut développer des compétences, des connaissances, apprendre de nouvelles choses par rapport à des activités par exemple, comme ici la couture, des activités culturelles, artistiques, mais aussi des ateliers numériques, apprendre et développer ses compétences, surtout quand on a besoin au niveau tâches administratives, mais aussi avoir peut-être des personnes vers qui se confier, chercher peut-être juste des ressources. Des fois on ne sait pas trop vers qui se tourner et rencontrer des gens en règle générale ou travailler quand il y a des espaces de coworking par exemple. Ok, et donc pour toi tout ça c'est innovant? C'est très innovant. C'est très innovant surtout dans la dimension sociale des tiers-lieux où c'est des projets qui sont encore un peu récents, où de mettre le lien social en avant, c'est quelque chose qui en soi existait, qui était un peu un non-dit et qui finalement, là de mettre les termes dessus, ça permet de plus en plus à réfléchir sur comment faire les choses autrement, avec qui et comment mettre en place des projets qui vont avoir un impact, que ce soit sur les personnes mais aussi sur le quartier. Ouais. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Sur ce lieu, on peut, en dehors de notre mission première qui est le logement accompagné, proposer de mettre à disposition des mètres carrés à des acteurs associatifs ou bien jeunes entrepreneurs qui ont besoin pour développer une activité déjà d'avoir des mètres carrés pas chers en location, et puis aussi avec l'idée quand même qu'un tiers-lieu, c'est aussi un lieu qui rassemble des gens qui partagent ensemble des valeurs, qui ont des activités entre lesquelles il peut se développer des synergies, et donc qui peut être comme une ruche. On parlait des ruches d'entreprise à un certain moment, une ruche d'association. Voilà, c'est une particularité d'un tiers-lieu. On a eu une belle écoute de la ville, de la métropole. On s'est rapproché de la compagnie des tiers-lieux et ensemble, on a construit un projet. Pour occuper le reste de l'îlot Marachi, Habitat Humanisme était bien décidé à mettre en place un tiers-lieu. Une sorte de ruche pour associations, artistes ou jeunes entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec des loyers les plus bas possibles.
accueillant ainsi une 50aine d'emplois au plus fort de sa croissance. Toutefois, même un établissement à vocation sociale a besoin d'un modèle économique viable, ce qui a permis l'accueil de sociétés commerciales telles que le Comptoir Hirondelle ou encore une boîte de production de films. Au final, essayez d'imaginer la mixité des profils dans les couloirs du tiers-lieu, avec des jeunes en service civique, des retraités bénévoles, des salariés dans des associations, des artistes, des réfugiés en cours de réinsertion. Salut, salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Clara, je suis chargée de mission développement pour l'association Les Boîtes à Vélo Hauts-de-France. Ah, trop cool. Voilà. Et je suis dans le lieu depuis presque le début. Ok, ok. Janvier 2021. Donc tu fais partie du tiers-lieu aussi? Oui, c'est ça. Ah, trop bien. Et alors comment tu te sens dans ce tiers-lieu? On s'y sent bien. Ouais. On s'y sent très bien, ouais. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de gens, aux profils divers, dans des structures diverses. Tous motivés et militants. Et ouais, c'est chouette. En tout cas, un grand merci à Habitat Humanisme de nous avoir offert cette opportunité parce que c'est une opportunité pour nous, donc c'est cool. Ok, trop cool. Je vais faire un... Pour occuper ce tiers-lieu, pour venir, on a fait un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. On n'avait aucune idée de l'ampleur que ça allait donner. Pour nous, on a commencé par les trois petits bureaux du bas. Ensuite, il y a eu l'ouverture des bureaux parce qu'on n'a pas pu ouvrir à public. Ça a été bloqué pendant au moins 2 ans. Et donc, on a décidé d'ouvrir la deuxième phase du bâtiment, la deuxième aile. Normalement, c'était tellement dévasté qu'on s'était dit on n'y touchera pas. Et puis Régis était venu en disant je peux le faire, hein, je peux le faire. On a pris le risque, il a fait tous les travaux de réhabilitation, enfin surtout il y a eu l'électricité. Et ça c'est le bijou, on n'aurait pas pu le faire sans des bénévoles investis. Et c'est ce qui manque peut-être à beaucoup de tiers-lieux, c'est pas compter seulement pour le coordinateur animateur qui est plutôt sur la com, mais sur l'entretien, sur la vie tous les jours, etc. Il faut des bénévoles. Et ça, c'est le cadeau d'Habitat Humanisme, quoi. J'ai parlé de Régis, mais Christian, c'est fou. Et des gens ont envoyé l'oiseau, grâce à Jean Hubert qui le suivait en tant qu'accompagnant. Donc il est venu, il a chanté, c'est là la première fois que je l'ai vu. Puis après il est venu rendre des petits services, travaux, puis il a fait... c'est Régis et Christian, c'est un couple, voilà. Et puis non, c'est vrai que... Ça, c'est la mixité du public, tu vois. Et puis, tu découvres d'autres visages. J'étais super attachée à Christian. Je fais un documentaire pour le tiers-lieu. Est-ce que vous voulez bien que je vous interviewe 2 minutes? On n'a pas le temps, non. Tu veux pas, Christian? On travaille. Un tiers-lieu, ça te permet d'avoir une facilité et de créer une sorte de communauté, quoi. On a rencontré ici Bénénova Entourage, notamment, avec qui on a monté beaucoup de choses. On a des résidents qui sont partis en vacances l'année dernière grâce à Entourage. Là, on a des résidents qui font de l'escalade avec Entourage aussi régulièrement. On a, sur toute la durée de l'hébergement, on a eu environ un peu plus de 400 personnes hébergées ici. Je pense qu'il y en a au moins 70-80 qui ont fait du bénévolat avec Bénénova. On a des résidents qui en font encore actuellement toutes les semaines, qui ont des missions récurrentes. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est passionnant. Puis je pense aussi, tu vois, là je parle pour mon secteur d'activité à moi, je pense que ça a pu, le fait d'avoir un foyer ici, dans un tiers-lieu, dans le Vieux-Lille, où le projet n'était pas du tout d'avoir des SDF ici pendant le développement du tiers-lieu, je pense que ça a aussi peut-être, j'en suis quasiment certaine, permis de changer certains regards. Aussi sur les sans-abri, sur ce qui mène à être sans-abri, sur la capacité d'un sans-abri à rebondir, sur les travers qu'on va attribuer automatiquement aux sans-abri et qui sont des clichés la plupart du temps. Sur la déviance qu'on leur assigne, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça fait quoi pour toi de bosser dans un tiers-lieu? Ou est-ce que genre ça apporte un truc? Non, je trouve ça mieux. Ouais. Il y a toutes les associations, on connaît plus de monde. Il y a de la convivialité, etc. Non, c'est cool.
c'est cool. Tu remets. Bah, Loane, merci. Voilà. Donc on est parti, les valeurs, je disais, ouverture, solidarité, citoyenneté, parce qu'en plus on avait l'hébergement d'urgence qui était en haut, et ensuite éco-responsabilité, parce que développement des mobilités douces, accueil des boîtes à vélo. On était dans cette mouvance qui s'est renforcée avec le confinement, mais à l'époque, il n'y avait pas eu encore le confinement. Et on était un petit peu novateur sur ce sujet de déplacement doux. On rappelle que le lieu, en plus de Maracci, de l'îlot Maracci, comme on l'appelle, est à la frontière d'un quartier socialement favorisé et d'un quartier très défavorisé. Et cette situation permet au service de la ville d'avoir cette ambition de faire un lieu social. Donc mixité sociale, absolument. Comment ça se passe ton intégration dans le tiers-lieu? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un tout? Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Est-ce que tu pourrais me répondre sérieusement, s'il te plaît? C'est très bien, je suis très bien intégrée dès le premier jour. Ouais. J'ai pu rencontrer plein de gens fabuleux et surtout de voir plein de projets que je ne connaissais pas, plein d'associations. Ok, c'est cool. Et le fait de voir une telle diversité, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Parce que la diversité en soi... La richesse. Et la richesse, à quoi elle te sert? Non, en vrai, c'est pas mal. Par exemple, il y a l'association Benenova que je ne connaissais pas. Je sais pas si je peux citer carrément les... Tu peux citer à mort? Ouais. Que je ne connaissais pas. Et là, je me suis inscrite sur leur site. Et je vais faire ma première mission de bénévolat, par exemple, samedi. Tu vas faire quoi? C'est dans une ferme pédagogique. Donc, je pense que je vais planter des graines, des choses que je ne connais pas, que je vais découvrir. Du coup, sont arrivés les occupants. Ils ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt en fonction aussi de valeurs. Et de contrepartie. Qu'est-ce qu'ils apportaient à la vie du tiers-lieu? Et ça, c'est la partie la plus dure à faire vivre. Parce qu'on s'aperçoit que les personnes qui ont loué des bureaux, ce sont des salariés qui sont là. Ils ont des bénévoles pour leur association. Mais il n'y a eu aucun de bénévole qui aurait pu dire eh ben, je m'occupe de la partie vie du tiers-lieu et engagement par rapport au tiers-lieu. Et que le salarié, dans son temps de travail, il n'a pas cette obligation, cette mission à faire vivre le tiers-lieu. Brigitte me dit alors que les occupants étaient arrivés en fonction de valeurs partagées, mais aussi en offrant des contreparties, pour que ce lieu ne soit pas un simple espace de bureau partagé, mais un vrai tiers-lieu solidaire. Ainsi, pour permettre l'implication des différents occupants, il a fallu mettre en place des instances de gouvernance, dans lesquelles laisser se déployer au mieux l'intelligence collective. Ainsi, Natacha, l'animatrice du tiers-lieu, mit en place des réunions debout mensuelles pour permettre d'abord à la communauté de se connaître, d'être informée des actualités de chacun, et petit à petit, collaborer. La réunion debout, ça c'est un grand événement. Au début, Natacha, quand elle l'a lancé, je sais pas moi, peut-être 6 mois après son arrivée, elle était un peu la seule à y croire. Et finalement, elle a eu 2 Pékins qui sont devenus 3, 4, et maintenant c'est le grand meeting. Personne ne loupe la réunion debout, ne veut louper. Donc ce principe d'émettre les nouvelles des uns et des autres, et ensuite de prendre certaines décisions par rapport à l'occupation de la cour, par rapport aux événements, ça c'est vraiment Natacha, l'animatrice coordinatrice, qui a lancé ça. La gouvernance partagée s'exerçait également dans des comités de pilotage trimestriels, regroupant des représentants de chaque entité et des partenaires institutionnels. Au cours de ceux-ci étaient discutées les questions structurantes, telles que la charte ou le suivi budgétaire, pour préparer tous ces sujets et assurer leur suivi au quotidien, mais aussi gérer les actions en direction du public. Une équipe de bénévoles d'Habitat Humanisme se réunissait toutes les semaines, autour de l'animatrice, et se répartissait les tâches. Suivi administratif, questions de sécurité, montage de projets. Des partages et d'échanges et qui
qui sont... Là, il y a plein d'idées, il y a plein d'idées créatives qui sortent de ces trucs-là et qu'on met en place après. C'est à ce moment-là qu'on trouve des idées pour des événements, pour des choses comme ça. De l'informel à la fois dans les échanges, mais aussi dans les lieux, du coup. Ouais. Les lieux où ils ne sont pas faits, qu'ils ne soient pas ça c'est une salle de réunion, ils utilisent que comme salle de réunion. Ouais, ouais. Là, j'allais rajouter... On donne la chance d'avoir beaucoup de place. Rajouter échange et apprentissage. Pour revenir sur ce que disait Jules. Un sujet essentiel pour un tiers-lieu est son ouverture au public. Or, pour qu'un établissement puisse recevoir du public, il doit obtenir la certification ERP, en répondant à des normes de sécurité d'autant plus rigoureuses qu'il offre de fonctions différentes. Ce bâtiment des années 70, hébergeant 70 personnes la nuit, avec les risques afférents à l'usage de cuisine collective, d'appareils électriques, n'a pu obtenir ce sésame qu'après une bataille de 2 ans. 2 années de travaux, en fonctionnant à l'économie puisque le bâtiment était voué à la destruction et à la réhabilitation. C'est là que le dévouement et la débrouillardise des bénévoles d'Habitat Humanisme a fait des miracles, sous la houlette de Régis. Bénévole bricoleur, permanent, menant enfin à l'ouverture au public pour un fonctionnement optimal seulement 1 an avant la fermeture. Avec un tiers-lieu à plein régime, c'est une programmation variée qui a enfin pu être proposée aux habitants du quartier. Où ateliers couture, hyper café, expositions, alternés avec les ateliers théâtre, les conférences, ou encore la journée de l'engagement, portée par la communauté. Tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui là? Alors aujourd'hui on fait la fête de l'engagement en tiers-lieu. Donc l'idée c'est d'avoir plein de personnes qui viennent de plein d'endroits différents qui se réunissent pour faire des missions de bénévolat. Donc on en a 4 aujourd'hui, une mission avec Pro Bono Lab pour aider l'association Ensemble de Générations à améliorer sa communication. On a une soupe impopulaire avec la cloche, donc l'idée c'est vraiment de récupérer des invendus et d'en faire une soupe avec. Et un smoothie aujourd'hui. On a un atelier couture avec Habitat Humanisme et on a des jeux de société avec Entourage. Voilà. Ok, ouais, et du coup, c'est cool, ça se passe bien? Ouais, pour l'instant tout se passe super bien, les gens ont l'air validés de là, donc ça te fait vraiment plaisir. Et là c'est vraiment l'occasion que les gens se réunissent et puissent discuter de leur engagement bénévole, donc c'est pour ça qu'on a décidé après ces missions-là de faire un goûter qui réunira du coup toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Et qui sera du coup l'occasion de vraiment échanger. Il y a des gens qui ont une pratique bénévole depuis des années, qui s'y connaissent vraiment très bien, des gens pour qui ça va être la première mission de leur vie aujourd'hui, donc ça va vraiment être des profils très différents et une occasion vraiment d'échanger. Les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit prendre, elle lui dit, présage, c'est pas dans les plis de mon corps. Chez Entourage, on redonne un réseau de soutien aux personnes SDF et auprès des plus exclus. Chez Bénénova, on facilite l'engagement de tous sur des missions de bénévolat. Chez Solidium, on met en place le SoliGuide qui est un guide numérique de la solidarité. Ensemble de générations, on organise de la cohabitation intergénérationnelle, donc plus de solidarité entre les jeunes et les vieux. On crée du lien social entre les personnes, on lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité et on change le regard du grand public sur le monde de la rue. Pro Bono Lab, on promeut l'engagement citoyen par le partage de compétences. Au Boîte à vélo, on fait en sorte qu'il y ait toujours plus de professionnels à vélo. Évidemment, cette présentation n'est qu'une partie non exhaustive des occupants. Le tiers-lieu est un endroit qui a vu beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs. Prenons pour exemple l'association C'est Génial, qui n'a pas pu être présente à la réunion debout ce jour. Salut Emma! Salut Jules! Du coup, tu es une des résidentes du tiers-lieu avec Maïwen, du coup, ton alternante. Tu peux m'expliquer ce que tu fais au tiers-lieu? Nous, on bosse pour faire connaître aux jeunes les métiers scientifiques et techniques. Ok. Du coup, on va aider les jeunes collégiens et lycéens dans leur orientation. Et toi, Maïwen, tu penses que c'est quoi un tiers-lieu? C'est quoi pour toi un tiers-lieu? Moi, c'est un peu biaisé parce que j'ai des cours sur ça. Ah, c'est intéressant. Choisir un lieu stratégique en fonction du territoire pour mettre des tierces personnes et favoriser le développement du territoire. Mais alors, qu'est-ce qu'une tierce personne? Tierce personne, ça peut être, comme disait Emma, des personnes de tout horizon qui travaillent dans différentes assos, structures, organisations. Ça peut mélanger, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans l'informatique, qui est dans le tiers-lieu, avec quelqu'un qui a pour idée d'aider les SDF. Et du coup, ensemble, ils peuvent faire quelque chose commun. Ok, et du coup, en quoi ça favorise le développement? Justement, ça peut développer de nouvelles idées qui peuvent être utiles sur un territoire. D'accord. Pour répondre à des problématiques. C'est quoi au final, pour toi, un tiers-lieu? Alors, s'il faut trouver une dénomination commune, elle est difficile à trouver parce que cette expérience est assez spécifique.
Mais on sait que le tiers-lieu, ça peut être beaucoup d'autres choses, ça peut prendre d'autres formes. Ce qui est important, c'est que ça soit un lieu dans la cité, qui soit un point d'appui au service de personnes, au service d'associations, au service d'entreprises, peu importe, mais qui soit le point d'appui pour créer du lien. Créer du lien, soit par les services proposés collectivement, soit du fait de l'activité de chacun. Alors, je pense que la dénomination commune, c'est quand même d'être un lieu partagé, donc avec des acteurs, sur un territoire où on pourra rayonner par la proposition d'activités qui vont permettre à des gens de se retrouver et puis une base pour créer du lien social. Voilà. Claire-Marie Mériot, bonjour. Bonjour Jules. Peux-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? Ok. Et bien, moi, je m'appelle Claire-Marie Mériot. Je suis dans l'écosystème des communs depuis 2011 à peu près. Donc, mon entrée dans l'écosystème des communs a commencé par être dans un tiers-lieu, co-animer un tiers-lieu, travailler dans un lieu, habiter un tiers-lieu. Ce tiers-lieu, c'était le Mutualab à Lille, qui est aujourd'hui fermé, mais qui est toujours vivant parce que la communauté est toujours là. C'est quoi un tiers-lieu? Bon, c'est la fameuse question très compliquée. Alors moi, j'ai pas du tout une approche scientifique de sociologue, j'ai pas fait de thèse, etc. Donc ce sera une approche qui sera très personnelle et vraiment ancrée dans des années en fait de vie dans des tiers-lieux. Pour moi, un tiers-lieu, c'est pas forcément 4 murs, c'est pas forcément un lieu, c'est plutôt la dynamique qui s'opère dans un lieu entre des gens. Moi, je suis dans la mouvance des TILIOS, donc les tiers-lieux libres et open source, qui sont des tiers-lieux vus comme des communs. Un commun, c'est à minima un triptyque entre une ressource que l'on veut préserver, une communauté qui porte la ressource et qui bénéficie de la ressource, et qui pour ça invente les règles de gouvernance et réadapte les règles de gouvernance au fur et à mesure. Donc, pour refaire le lien avec un tiers-lieu, la ressource, c'est le lieu, potentiellement, dont on veut prendre soin pour que ça reste ouvert, pour que ce soit toujours agréable à habiter, à vivre, pour que ça puisse toujours rendre les services qu'on veut y voir déployés, porté par une communauté dont on veut prendre soin. Donc la communauté, c'est les habitants du tiers-lieu. Il peut y avoir des gens qui contribuent au tiers-lieu ou de simples usagers. On n'est pas obligé non plus de contribuer parce que sinon ça devient un petit peu compliqué et puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir les moyens. Et qui invente les règles de gouvernance, une gouvernance qui est ouverte, partagée et qui est très différente de ce qu'on peut vivre habituellement, qui nous oblige à déconstruire pas mal de choses qu'on a appris. C'est-à-dire que dans notre monde classique, la gouvernance, celui qui décide, c'est celui qui a les sous. En général, c'est une pensée très verticale. Il y a quelqu'un qui a des sous, il les déploie par exemple dans un lieu et il décide ce qu'il en fait. Qu'est-ce qui n'est pas un tiers-lieu? Donc pour moi, ce qui n'est pas un tiers-lieu, c'est quelque chose c'est un espace qui ne vit que parce que c'est un espace et 4 murs, dans lequel on n'est pas impliqué sur la gouvernance, où on est juste client, où les usagers ne peuvent pas contribuer, sont juste clients. Et à mon sens, c'est pas parce qu'on fait du coworking qu'on est un tiers-lieu, c'est pas parce qu'on a une table de ping-pong qu'on est un tiers-lieu, c'est pas parce qu'on se dit tiers-lieu qu'on est un tiers-lieu. Pour moi, les vrais tiers-lieux tels que moi j'ai envie de les voir vivre, et qu'avec le projet politique derrière, c'est des lieux justement dont la gouvernance est partagée, dont on peut prendre part à la gouvernance, aux décisions, et c'est des lieux qui sont ouverts aussi. Et comment tu l'as vécu, toi, Le tiers-lieu? Ah putain, c'est une super expérience. Expérience, en fait, c'est vraiment une expérience humaine. C'est un... Non, franchement, c'est tellement riche. C'est tellement riche. Et c'est vrai que le coup de l'amputation, mais c'est carrément ça. Tu vois, c'est surtout quand Oussama et Émilie sont partis, pourtant, on n'allait jamais en bas, etc. Mais on a fait tellement de fêtes ensemble, on a fait tellement de soirées,
que bah, tu vois qu'il y en a un qui part, bah, tu te trouves déséquilibré en fait, c'est trop bizarre. Tu vois, c'est vrai. Mais ça c'est un. Mais ce qui fait ça, c'est pas juste les bureaux, parce que les bureaux, c'est comme si c'était à la limite l'open space quoi. Ce qui fait ça, c'est la cour, le fait qu'on ait passé des soirées ensemble, le fait qu'on ait organisé des trucs. Et du coup tu rencontres, après je pense que le choix des assos était super judicieux, je pense. Parce que en fait on est tous comme sur plus ou moins tu vois, les mêmes valeurs, tu vois. Et donc on s'entend tous super bien. Il y a du respect, après pour déconner, on était là pour déconner. Non, franchement c'est l'expérience, franchement, même si on changeait tous de lieu, ça serait jamais la même chose. C'est vraiment un truc, on savait que c'était éphémère, donc je pense que ça aussi ça a joué. Sur le fait que tu vois, il y a vraiment une belle synergie et que chacun y mette du sien. Je pense que c'est hyper important aussi. On serait là sur du long terme, ça serait pas du tout pareil. Là on sait qu'on va se casser, donc il faut qu'on fasse des trucs, il faut qu'on se réunisse, qu'on déconne, qu'on vive quoi. Et donc c'est plutôt cool. C'est l'éphémère un peu qui a créé cette intensité quoi. Ouais, je pense. Franchement, je pense. Non, c'est clair. Et après, tu vois, des gens comme Christian, par exemple, bah, dans la rue, on ne se serait jamais parlé. Vrai ou faux? Et là, on s'entend super bien. On s'entend super bien. On s'entend super bien. Non, mais c'est vrai, Régis, c'est pareil. C'est des gens que tu peux pas rencontrer ailleurs que dans des lieux comme ça. Bien, on va être comme ça sans les connaître, on va retrouver. Non, on peut pas. Après, ça sera différent, parce que on vivra un truc différent. Mais de cette façon-là, puis on n'est plus ensemble. De toute façon, on a plus. Voilà, on est plein qui sont partis déjà. Et. Non, franchement, c'est un super endroit quand même. Et ça marque dans une vie. À un moment, tu te dis, putain, j'ai passé 2 ans au tiers-lieu, j'ai rencontré plein de monde. Et non, il y a des moments super forts, je trouve. Des moments super forts. Et que tu peux retrouver peut-être que quand tu fais des études ou quand tu es une bande de potes, machin, etc. Et encore, quand tu fais des bandes de potes, on est tous pareils. Enfin, vous êtes tous du même milieu, enfin, tu vois, grosso modo. Puis intellectuellement, vous êtes tous pareils. Mais là, on est tellement différents les uns des autres et on s'entend super bien, quoi. Mais non, mais quand je dis que c'est un endroit qui a une âme, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais c'est nous. Enfin, c'est juste nous, en fait. Le lieu, il fait, mais c'est juste les personnes qui sont là, quoi. Non, après, c'est une page qui se tourne, mais c'est une super aventure. Super aventure.